Nous voici de retour sur ce plateau après cette petite pause et nous abordons donc le dossier annoncé il y a quelques minutes et François Mwamba est également avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de l'invitation. Merci, oui. Puisque nous parlons de ces rapatriements des éléments ex-23, qu'est-ce qui a été prévu dans ces processus d'entrée de jeu et qu'est-ce qui a exactement été fait? Alors, très brièvement, oui. C'est dans la nuit du 4 au 5 novembre 2013 que le M23 a été dégagé de ses positions à Rutshuru et dans les environs. Oui. Cette victoire militaire de FARDC, appuyée par la force internationale, a donc consacré la défaite du M23. Oui. Nous étions en négociation depuis un an, dans un processus présidé par Monsieur le Président de la République de l'Ouganda, Yoweri Museveni, et ça a duré pratiquement un an. Oui. Comme tout processus de cette nature, comme on dit, les choses se terminent autour d'une table. Nous sommes donc allés le 12 décembre à Nairobi pour faire quoi? Il y a eu 3 documents à Nairobi. Oui. Le premier document est celui de ceux qui étaient devenus le ex-M23. J'ai dit ex-M23 puisque par la défaite, ils ont dissous leur mouvement. Oui. De manière à se donner la possibilité de siéger donc à la table à Nairobi. J'insiste sur le fait que le M23, par mouvement politico-militaire, n'existe plus. Depuis plus d'une année. Depuis la défaite militaire au mois de novembre. Ce qui existe, en revanche, c'est qu'arrivés autour de la table, ils ont signé donc leur propre déclaration et donc par conséquent leur reddition, ils ont confirmé leur reddition, et donc à partir de là, il y a un point focal qui a été désigné pour suivre les actes subséquents donc à cette reddition, c'est M. René Abandi, qui est la seule personne de dans cette ancienne organisation à être reconnue en vertu de Nairobi. Tout ce qui se promène sur toutes les signatures qui se promènent sur Internet, c'est donc des choses sans aucune importance. Qu'est-ce qui a été pris comme engagement au terme de la déclaration gouvernementale, qui est le deuxième document? Nous avons pris l'engagement de amnistier ce qui était amnistiable. Il faut être congolais, il faut n'avoir pas... Des critères. Voilà, les critères, c'est notamment ne pas être poursuivi ou poursuivable pour des crimes contre l'humanité, crimes de guerre. Toutes ces personnes qui ont pillé, violé et tout ça, etc., ne sont pas concernées. Les étrangers ne sont pas concernés. Et donc, à partir de là, les éligibles allaient entrer dans un processus de DDR, c'est-à-dire désarmement, démobilisation et réinsertion. La réinsertion ici signifie réinsertion dans la vie civile congolaise, après avoir appris un métier, une formation quelconque, et non pas, comme par le passé, une réinsertion automatique dans l'armée. C'est cela qui a été fait. Le troisième document, c'est le chapeau, fait par les grands témoins, la CIRGL par son président de l'époque, et la SADC par sa présidente de l'époque. Qu'est-ce qui a été fait depuis? L'amnistie, oui, ça a pris du temps. C'est vrai, on dit, oui, mais vous avez pris du temps, ça va faire... On ne peut pas imaginer qu'une loi, puisque l'amnistie est une loi, comme celle-là, soit prise de manière cavalière par des élus qui ont des comptes à rendre à la population. Le gouvernement a proposé un texte, et ça a pris un certain temps. Il a fallu attendre le mois de février pour que cette loi puisse être à la fois votée et promulguée. Ensuite, comme je l'indique, les erreurs du passé devaient être évitées. Il n'y a plus d'amnistie en bloc, il y a des amnisties qui sont octroyées individuellement. Il a donc fallu se déporter là où les gens avaient fui, en Ouganda et au Rwanda, au mois de mai. Et donc, à partir de là, on a identifié 1678 éléments en Ouganda, 453 au Rwanda. On leur a remis le texte d'engagement individuel de manière justement à permettre l'étude des dossiers au cas par cas. Signer ce document ne signifie pas que tu obtiens. 1600 étaient éligibles à l'amnistie. C'est bien ce que je suis en train de dire. Signer un acte d'engagement ne signifie pas qu'on est amnistié. Ça signifie simplement qu'on est demandeur de l'amnistie. Et donc,
l'étude au cas par cas, oui, ça aussi ça a pris un certain temps. Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est sur le total entre le Rwanda et l'Ouganda de 2131, on en a déjà amnistié à ce stade 559. Maintenant, la question est le rapatriement qui était donc l'étape suivante. Exactement. Alors, le gouvernement de la République démocratique du Congo, par le président de la République, donc le chef de l'État, nous avons été instruits dès le 17 septembre que tout ce qui était éligible, dans les conditions que j'ai indiquées, pouvait être rapatrié immédiatement. Ce processus a démarré. Nous avons écrit à M. Abandi, qui n'a pas daigné nous répondre. Il a fallu attendre le 2 octobre, alors que le 1er octobre, le professeur Tumbaloaba de la CIRGL s'était déporté lui-même à Kampala pour pouvoir secouer les cocotiers, comme on dit. Et donc c'est seulement le 2 octobre que nous recevrons une lettre qui dit « Nous ne venons pas parce qu'il n'y a pas de sécurité ». J'ajoute ici qu'au mois de mai, nous nous trouvions nous-mêmes à Goma. M. Abandi y était. Donc, ces gens peuvent avoir tué, pillé, violé, en ce y compris à Goma, s'y promener en toute quiétude, et quand on leur dit venez à Kinshasa, tout d'un coup, ça devient on ne peut pas venir à Kinshasa parce qu'il n'y a pas de sécurité. On voit très bien à partir de là que les gens ne sont pas sérieux. Et puisque nous parlons de paix ou de guerre, il a fallu effectivement poursuivre et faire la démonstration de la détermination du gouvernement. C'est le sens de la réunion que nous avons organisée au mécanisme le 7 novembre, en invitant tous les envoyés spéciaux, tous les témoins internationaux. Et donc, cela a permis de faire constater, d'une part, que le gouvernement de la République démocratique du Congo est un partenaire sérieux quand il signe. Il le fait, et que de l'autre côté, on a affaire à des gens, j'allais presque dire à des charlots, qui ne respectent pas leur engagement. Cela dit, entre-temps est intervenu un élément extrêmement important. C'est que le gouvernement de l'Ouganda semblait s'impatienter, puisque, bon, etc., ces gens-là, il faut les prendre en charge, etc., etc., et indiquait que, à l'anniversaire, donc 12 décembre, il allait être possible d'octroyer le statut de réfugié politique à ces éléments ex-M23, ce qui aurait pu être une violation extrêmement grave, en vertu notamment de l'accord cadre qui stipule très clairement que nul des signataires, des pays signataires, n'est fondé d'abriter une force négative ou des personnes susceptibles de déstabiliser un autre signataire. Et donc c'est cela qui a permis effectivement d'envoyer en Ouganda une mission, et c'est sans doute votre prochaine question. Voilà, justement, l'opération a débuté il y a quelques jours. Qu'est-ce qui était prévu dans cette opération? Combien d'éléments devraient être rapatriés en République démocratique du Congo? Alors, comme je l'ai indiqué en ce qui concerne l'Ouganda, puisque la même démarche est en train d'être organisée du côté du Rwanda, en ce qui concerne l'Ouganda, le stock est donc de 1678. Le principe, c'est récupérer les armes et récupérer les hommes. Oui. Pour ce faire, nous avons signé avec l'Ouganda, on le voit sous les images en ce moment même, un protocole d'accord justement pour encadrer ces deux opérations. Alors, s'agissant des armes, les choses sont en cours dans les heures qui viennent. Hein, le matériel roulant, les armes et tout ça, environ 7 tonnes, vont traverser la frontière pour être rapatriés en République démocratique du Congo. En ce qui concerne les hommes, je vous ai dit, il n'y a aucune volonté du côté du M23, de l'ex-mouvement M23, de se mettre en mouvement pour aller vers le DDR. Nous avons précisé que ça se faisait à Kamina et tout ça, etc. Et donc, nous avons conjugué nos efforts avec les autorités ougandaises, et le 16, nous avons fait poser un avion de manière à démarrer d'une manière concrète les opérations donc de rapatriement. Mais est-ce que l'opération a réussi? Absolument. Ça a réussi. Je sais bien que tout ça, chacun raconte ce qu'il veut. En réalité, le gouvernement de la République démocratique du Congo ne peut pas obliger un Congolais, quel qu'il soit, de venir au Congo. Des réfugiés politiques d'origine congolaise, des nationalités congolaises. Il y en a dans le monde entier. Non, mais je voudrais quand même être très clair. Je voudrais être très clair là-dessus. Oui. Parce que c'est très important par rapport à la suite des événements.
Des réfugiés politiques, il y en a partout. Il y en a en Amérique, il y en a en France, qui sont congolais. Il ne vient à l'esprit de personne de commencer à aller chercher les gens en disant « vous devez revenir ». Ici, nous terminons les opérations par rapport à des engagements qui ont été pris. Nous avons dit que tous ceux qui le veulent et qui sont éligibles doivent pouvoir revenir. On a fait poser un avion, 120 d'entre eux ont pris part à bord de cet avion. On aurait pu en amener 150, il y a 30, 33 qui sont restés en instance. Les autres ont été manipulés effectivement par ces carterons d'anciens dirigeants, en leur racontant des histoires du genre si vous allez au Congo, on va vous tuer, restons ici, si nous sommes réfugiés politiques en Ouganda, demain on nous enverra des avions, nous allons aller dans le nord du Canada, et des trucs de cette nature, qui font que les gens sont un peu perdus et se sont mis en tête de se diriger vers un camp de réfugiés, au lieu de venir, d'accepter de monter dans les camions qui les auraient amenés à l'aéroport de Entebbe. Voilà ce qui s'est passé exactement, oui. Et le stock qui est ainsi resté derrière est de l'ordre de 6 à 900 par rapport à ceux qui s'étaient présentés pour les opérations de rapatriement. Il y aura un prochain rendez-vous. Bien entendu, le prochain rendez-vous est en train d'être préparé, oui. Puisque figurez-vous que s'étant rendu à ce camp de réfugiés, oui. C'est un camp où vivent 53 000 réfugiés congolais. Et ces 53 000 réfugiés congolais avaient fui le Congo. Pourquoi? Pour fuir le M23. Et tout d'un coup, ils vont voir 600, 700 personnes qui vont arriver en leur disant tout ça, etc. Donc, le HCR n'a pas accepté oui. de les accueillir en tant que demandeurs d'asile. À ce stade, les autorités ougandaises sont restées sérieuses. On a envoyé des camions pour les récupérer et les ramener au point du rassemblement. Je pense que c'est l'opération qui est en cours maintenant. Et ce qui est devant nous, c'est simplement une opération dans la transparence, comme nous l'avons fait le 16. La question sera posée oui. à ces messieurs qui est, parmi les éligibles, prêt à rentrer en République démocratique du Congo. Parce que ce retour ne peut être que volontaire. Ceux qui vont rentrer, ceux qui vont accepter de rentrer, on va organiser, comme on l'a fait le 16, les avions pour qu'ils puissent être transportés vers Kamina. Bien sûr, il est possible, en ce moment-là, qu'il reste un reliquat, mais ça ne sera plus l'affaire ni de Nairobi, ni de la République démocratique du Congo. Je le répète, toute personne, soit-elle congolaise, qui souhaite rester en dehors de son pays, aura affaire à des organismes du type HCR et autres, et qu'on ne vienne plus après ça. Hein, quand je dis après ça, c'est dans un délai de 2 à 3 semaines ici qui sont devant nous, qu'on ne vienne plus en ce moment-là nous parler encore d'M23 ou de Nairobi, puisque nous serons entrés avec ceux qui auront voulu cesser définitivement la guerre et entrer dans un processus de stabilisation de leur pays et pourquoi pas participer à la reconstruction de leur pays. Nous aurons commencé donc le cursus qui leur est destiné, c'est lui donc du DDR. On revient à vous en quelques minutes, François Momba. Il est temps pour nous de rappeler aux téléspectateurs le titre.